Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-école. Situation exceptionnelle, décor exceptionnel, cours exceptionnel avec un professeur également qui est exceptionnel, professeur Dembo Diakité. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tout a changé. Oui. Comme le monde d'ailleurs. Parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, une question sera au cœur de ce cours, c'est est-ce qu'on peut faire confiance en la science? Parfait. Et cette expérience-là nous permettra de montrer l'importance aujourd'hui d'observer la distanciation sociale entre individus pour balayer la route à cette pandémie. C'est ça. Merci beaucoup. Donc nous allons dérouler une expérience pour pouvoir tester notre confiance à la science. Parce que très souvent on dit, on demande aux gens de se tenir à une certaine distance les uns des autres, la distanciation sociale. On demande aux gens lorsqu'ils éternuent ou lorsqu'ils toussent de le faire dans le creux du coude ou bien dans les gestes barrières. Et ce n'est pas rien. C'est parce que c'est basé sur des connaissances scientifiques avérées. Donc c'est ce que nous allons essayer de nous évertuer à montrer aujourd'hui. Par cette expérience, vous avez vu, le décor a changé. Donc, parlons du décor. C'est quoi alors tout cela? Voilà, ce dispositif que j'ai conçu moi-même, que j'ai réalisé, voilà, il est constitué d'un support que vous voyez et ici d'une chaîne qui supporte à son extrémité une boule de 2 kg. 2 kg. 2 kg. D'accord? Et donc, nous allons écarter le pendule ainsi constitué de la position d'équilibre dans laquelle elle se trouve et nous allons lâcher. Et les lois de la physique nous disent un certain nombre de choses que je vais pas tarder à vous expliquer. Mais si vous avez confiance en ces lois de la physique, vous allez pouvoir vous-même risquer votre vie. Risquer votre vie, oui, pour pouvoir vérifier une loi scientifique. Il faut que la population ait confiance à la science. Il faut que cette confiance-là soit avérée pour que certains comportements puissent être adoptés par la société pour que ce coronavirus puisse quitter le pays et définitivement. Et aujourd'hui, vous allez essayer un peu de convertir non pas quelqu'un qui va prêcher dans la chapelle scientifique, mais je vais essayer aujourd'hui d'être un observateur très neutre. Ensuite, peut-être la croyance sera aveugle. D'accord. Si vous voulez bien, je vais peut-être moi-même risquer ma vie, puisque les gens, moi j'ai confiance à la science en tant que scientifique, je vais risquer ma vie pour voir est-ce que les théories que j'ai apprises et que j'enseigne aux élèves, est-ce que ces théories sont avérées, est-ce que ces théories sont vérifiées? Alors, donc je m'avais déplacé. Vous avez vu cette boule, elle pèse 2 kg. D'accord? Je l'écarte de la position d'équilibre là, ok? Et je lance. Vous avez vu le choc que ça a lieu sur cette calebasse? Et supposez que là, je mette à la place de la calebasse ma propre tête. Ah bon? Oui, ma propre tête. Et je vais voir est-ce que... Ce n'est plus une expérience. C'est une expérience, c'est une expérience à risque, oui, à risque. Mais puisque je crois à la science me dit que lorsque j'écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'une certaine distance, quand je lâche, et quand ça revient, ça ne peut pas dépasser le point à partir duquel il a été lâché. Donc si je mets ma tête à cet endroit, quand je lâche, au retour, il est impossible pour la science que ça puisse me toucher. Je vais prendre le risque. Et tout cela, c'est pour montrer l'importance de la distanciation sociale, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'importance d'avoir confiance en la science. Nous allons rebondir sur cette expérience pour expliquer la distanciation sociale. Alors, allons-y, n'est-ce pas? Je vais me risquer ma vie pour la science, donc je vais m'asseoir. Je ne sais pas si les cadreurs peuvent me voir là, d'accord? Oui. N'est-ce pas? Je me mets là. Et ici, j'écarte. Je vais pousser la chaise. Oh. Oui, oui. Voilà. C'est une expérience. Bon, c'est une expérience, voilà. Donc, je vais me mettre là. Oui. Et je vous promets que je ne vais pas bouger.
Donc je lâche la boule. Attendez d'abord. Là, je lâche la boule, il ne faut pas fermer les yeux. Non, attendez, est-ce que c'est sûr? Oui, c'est extrêmement sûr. Là, je vais lâcher et je ne vais pas bouger de cette position. Mais ça va venir. Oui, ça va revenir. Ça va faire mais la science me dit que quand ça revient, l'énergie ou se conserve ou se dégrade. Donc, quand ça va revenir, ça ne peut pas dépasser le point à partir duquel je l'ai lâché. Lâché. Mais est-ce que le point a été déjà ajusté? Est-ce que c'est bien ajusté d'ailleurs? C'est bien ajusté parce que je ne vais pas bouger d'ici. Je vais me tenir tranquille là. Je peux? Tranquille, moi non. Allons-y. C'est bon? Je commence. Parce que là, c'est ma chaussure qui est barrée. Heureusement. Heureusement. Ah. Je peux ouvrir les yeux maintenant. La science avait raison. Le pendule lâché à partir d'une certaine position. Dans cette position, le pendule possède de l'énergie qu'on appelle de l'énergie potentielle. Quand c'est lâché, cette énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, qui est une énergie de mouvement. Et lorsque le pendule va remonter, la conversion inverse va avoir lieu. L'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, va être convertie en énergie de position, qui est l'énergie potentielle. Et quand l'énergie cinétique va s'annuler, quand ça va s'arrêter, ça va revenir. Et au moment où ça va revenir et que son énergie cinétique va s'annuler, ce n'est jamais au-delà de la position à partir de laquelle on l'a lâché. Donc tout est calculé. Tout est calculé. Donc ça, c'est une loi en physique qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Parce que quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente, la somme des deux, c'est ce qui constitue l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique, elle se conserve ou elle se dégrade. Elle se dégrade à cause des forces de frottement que l'on a entre la chaîne et le support, ce qui conduit à une diminution de l'énergie potentielle. Donc la position à partir de laquelle on a lâché le pendule, cette position est la plus haute que le pendule peut atteindre si on lâche. C'est la position la plus haute. Donc ça ne peut pas atteindre, ça ne peut pas aller au-delà de ça si on lâche le pendule. Jamais au-delà. Ouais. Jamais au-delà. C'est une loi de la physique. Et on doit avoir confiance à la physique. Aujourd'hui, cette même loi de la physique, pour des élèves de terminale, Oui. on peut, lorsqu'on a un projectile, oui, je vais soulever ça. Oui. Le pauvre, c'est lui qui a fait le fils de l'expérience. Oui. Alors, donc, lorsqu'on lance un objet à partir d'un point donné, avec une vitesse qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, on lance l'objet avec une vitesse v. En physique, nous pouvons calculer exactement le point où ça va retomber sur le sol. D'accord? Alors, quand je vous parle, j'émets également de la salive. Oui. C'est de petits projectiles que je lance. Ces projectiles sont lancés avec une vitesse. Si je connais cette vitesse, je peux savoir à quelle distance maximale de moi ma salive peut-elle tomber. Et quand on parle de salive, c'est par rapport au virus. Oui, c'est par rapport au virus. Oui. C'est par rapport au virus. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est par rapport au virus. Et donc, le virus, il est dans les aérosols, il est dans les... Oui. Excusez. Il est dans les aérosols, il est dans la salive que l'on émet, d'accord, lorsqu'on parle avec un interlocuteur. Et quand on tousse ou quand on éternue, là c'est encore plus compliqué. Parce que quand on éternue, on projette la salive à une vitesse de 50 km/h.
50 km par heure. Donc, si on connaît la valeur de la vitesse, on peut savoir le point de chute le plus lointain de la personne qui a toussé. Et cette distance-là, en physique, ça porte un nom, ça s'appelle la portée. N'importe quel élève de terminale peut facilement calculer cette vitesse, cette portée, à partir des données. Donc, si on dit que quand une personne éternue, elle envoie de la salive, les aérosols, à une vitesse de 50 km par heure, avec un angle, par exemple, quand on tousse ou quand on éternue, on peut lancer le projectile horizontalement. Oui. Et en ce moment-là, quand on lance horizontalement avec une vitesse horizontale, on peut savoir à quel point ça va tomber. Et les calculs ont montré que pour l'éternuement, le gros éternuement, on ne peut pas dépasser les 6 mètres. Les 6 mètres. Les 6 mètres. Mais là, la distanciation sociale qui est demandée, c'est 1 mètre. Pourquoi donc? 1 mètre. Parce qu'on demande aux gens qui toussent ou qui éternuent de le faire dans le creux de leur coude. S'ils ne le font pas dans le creux de leur coude, même si la distanciation sociale est respectée, la personne qui est à 1 mètre peut être atteinte par les salives. Donc, c'est pourquoi c'est important d'éternuer ou de tousser dans le creux de son coude ou alors dans un mouchoir qu'on va jeter. C'est pour limiter, la projection. Voilà, c'est pour virus arrêter justement la projection de la salive au-delà d'une certaine distance. Mais la distanciation sociale de 1 mètre, c'est pour 2 personnes qui se parlent. Parce que là, le projectile que l'on lance a une vitesse qui est beaucoup plus faible et on ne peut pas dépasser une portée au-delà de 1 mètre. D'accord? C'est ce que dit la science et les gens devraient croire en la science. Quand on voit la population se déplacer en groupe serré ou alors occuper des espaces où on s'agglutine, on peut se poser des questions. Ont-ils confiance à la science? C'est parce qu'ils ne respectent pas les normes qui sont édictées par les autorités sanitaires. Par exemple, boire du thé en groupe, ce sont des comportements qui résistent malgré les sensibilisations qui fusent de partout. Voilà. Et ça nous interpelle, nous scientifiques, à nous poser la question de savoir, est-ce que la société a confiance à la science? Est-ce que la recherche scientifique que l'on fait, est-ce que les retombées de la science, est-ce que les gens y croient ou non? Ou est-ce qu'ils ont confiance? Oui. D'accord? Parce qu'il y a cette relation de confiance-là qu'il faut établir entre la société et la science pour que la science puisse bénéficier de l'appui nécessaire à la recherche. Donc la science a besoin de l'adhésion. Oui. Mais professeur, il est nécessaire également de préciser que c'est une expérience qu'il ne faudrait pas reproduire dans la maison. C'est juste une expérience pédagogique pour montrer le rôle qu'a la distanciation sociale pour limiter la propagation du virus. Donc, chers apprenants, ce n'est pas une expérience à reproduire à la maison, dans la rue, quelque part. C'est une expérience bien calculée par le professeur scientifique avec des calculs. D'après tout ce que vous venez de dire, c'est pour tout simplement sensibiliser sur le rôle de la distanciation sociale. Parce qu'à chaque fois, après le point de presse du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le dernier mot, c'est appeler à la vigilance et aux normes et au respect des normes édictives. Et le respect des normes édictives touche la distanciation sociale, ce qu'on appelle les gestes barrières. Et on a fait une expérience pour tout simplement montrer comment la distanciation sociale est importante pour éviter que le virus se transporte vers un autre et que ce virus-là se sert des humains comme véhicule. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est important de dire que ce n'est pas à reproduire à la maison. Ce n'est pas à reproduire, sauf pour les gens qui s'y connaissent. Mais c'est une expérience que des collègues également peuvent reproduire. Mais pour les non-initiés, il ne faut pas reproduire ça parce que ça peut briser votre tête. On parle aux élèves, voilà, c'est ça. Parce que tout cela a été bien calculé à travers la science qui ne se sert pas généralement des choses qui ne sont pas calculées. Tout a été vérifié, calculé, donc il y a un risque zéro. Il y a un risque zéro. Il y a un risque zéro. Je me suis appuyé sur les lois de la science pour pouvoir dérouler cette expérience et je savais qu'en aucun moment ça ne pouvait me toucher
parce que j'ai confiance en ces lois-là pour les avoir appliquées plusieurs fois. Bon, maintenant, pour les initiés, d'accord, oui. Mais pour les non-initiés, il faut éviter de faire cette expérience parce que vous pouvez risquer réellement votre vie. Oui, donc c'était juste pour sensibiliser sur la distanciation sociale, j'y arrive, et c'est important. Après cette expérience, on passe au cours, c'est-à-dire on suit le cours sur la place. Et justement, c'est la troisième séance où on parle de la place, c'est-à-dire que le cours est important. Voilà, c'est la troisième séance et aujourd'hui nous allons aborder la partie application. D'accord. Nous avons une application intéressante à faire, c'est le cas du haut-parleur. J'ai choisi ce thème du haut-parleur parce que le haut-parleur, il est utilisé un peu partout. Même donc ici, tous ceux qui sont dans ici, la sono, c'est voilà. excellent. C'est ça. Ils utilisent des haut-parleurs. Mais comment fonctionne un haut-parleur? Comment il fonctionne? D'abord, de quoi il est constitué? Un haut-parleur, lorsque vous regardez, vous avez un aimant, là, d'accord? Un aimant. Donc, si je mets ce morceau de fer là, comme ça, vous voyez, ça attire. Oui. Voilà. OK? Alors, on voit bien que ça attire là. Donc, ça, c'est un aimant. Maintenant, ça, c'est la membrane. C'est ce qui se met à vibrer. Donc, à l'intérieur ici, il y a un trou entre les deux pôles de l'aimant. D'accord? C'est un trou qui a ce format-là. Donc, vous avez une partie centrale, tout autour une autre partie, comme ça. Et entre les deux, il y a un espace. C'est cet espace que vous voyez à l'intérieur, ici. Et ce sont les deux pôles d'un aimant. D'accord? Ici, nous avons le pôle nord ici et le pôle sud dehors. Oui. Alors, la membrane, comme vous voyez, c'est une bobine. C'est un fil enroulé autour d'un cylindre. C'est ça la membrane. D'accord? Alors, cette membrane-là entre dans le trou constitué par le trou séparant le pôle nord du pôle sud. Donc, c'est à l'intérieur de ce trou qu'entre la membrane. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la membrane, nous avons ça. Voilà. Voilà. Et ici, nous avons enroulé une bobine. C'est cette bobine qui vient entrer dans ce trou. D'accord? Ici, nous avons le pôle sud et le pôle nord d'un aimant. D'accord? Si nous plaçons un aimant, une aiguille aimantée ici, donc pour l'aiguille aimantée, son nord sera vers le sud de cet aimant. Donc, le champ magnétique est orienté du pôle nord de cet aimant vers le pôle sud. Il se trouve que le champ magnétique est partout porté par le rayon de ce cercle. On dit que c'est un champ magnétique radial. D'accord? Donc ici, nous avons le champ magnétique, là également le champ magnétique, donc partout ici, nous avons le sud. Donc voilà comment est représenté le champ magnétique. Donc lorsque j'introduis un fil, un brin de fil rectiligne, à l'intérieur de cet espace-là, et que je le fais traverser par un courant, supposez que le courant puisse circuler dans le brin de fil, ici, en allant dans ce sens. Je mets la main, pour la règle de la main droite, je prends la main droite que je pose sur le courant. Et j'oriente la paume dans le sens du champ magnétique. Oui. Donc je fais ça, et vous voyez, la force va venir vers moi. Oui. Maintenant, si le courant change de sens, comme ceci, dans ce cas, je mets la main dans le sens du courant, d'accord? Et la force va entrer. Donc je vais avoir, si le courant circule dans ce sens, la membrane va être attirée vers l'intérieur. Si je change le sens du courant, la membrane va être entraînée vers l'extérieur. D'accord. D'accord? Alors, nous allons prouver ça en faisant une petite expérience, cette fois-ci, en utilisant ce haut-parleur-là.
Voilà, vous avez ce haut-parleur. Oui. Donc, on va appliquer. Donc là, voilà mon générateur, voilà la borne positive du générateur qui va passer par le haut-parleur. Et du haut-parleur, je reviens ici à l'interrupteur. Donc, c'est l'interrupteur ici. Alors, regardez, quand j'appuie sur l'interrupteur, c'est attiré vers l'intérieur. D'accord? Hein, je reprends. D'accord. Attiré vers l'intérieur. Maintenant, je vais changer le sens du courant. Ici ou là. C'est la même chose. D'accord? Je change le sens du courant. Donc, je mets maintenant le courant. Je mets là le fil rouge au moins et le fil noir au plus. Ouais, maintenant, ça se relève. Oui. D'accord? C'est le sens contraire. Oui. Voilà, sens contraire. Maintenant, je peux utiliser un courant qui change alternativement de sens. Donc, tantôt ça est dans un sens, tantôt ça est dans l'autre sens. On appelle ça un courant alternatif. Alors, un courant alternatif, il est délivré ici par le générateur. Vous voyez, ce signe représente le courant alternatif. Donc, je vais maintenant brancher mon haut-parleur à un courant alternatif. C'est un courant qui change de sens. Alors, ce courant-là, c'est un courant qui change de sens 50 fois par seconde. 50 fois. Il change de sens. On dit que la fréquence de ce courant est de 50 Hz. D'accord? Alors, donc, je vais maintenant appuyer sur l'interrupteur. Vous voyez? C'est plus rapide. Voilà. Ça fait des allers et retours. Oui. Et ces allers et retours, vous voyez, ça donne un bruit. C'est le fait que la membrane vibre en faisant des mouvements allers et retours rapides. 50 fois par seconde. Oui. 50 fois par seconde, ça fait. Vous voyez, une seconde déjà, c'est très vite passé, ça fait 50 fois. Et ce sont ces 50 fois-là que l'on voit. Et ça. Maintenant, le haut-parleur, la membrane va essayer de délivrer cette pression à l'air qui est juste adjacent. Et c'est cet air-là qui va se comprimer, se détendre, et c'est ça qui pour donner le son. D'accord? Alors, maintenant, on peut le faire vibrer à des fréquences beaucoup plus élevées. Ici, c'est 50 Hz. Alors, ici, j'ai ce qu'on appelle un générateur de basse fréquence. C'est un générateur qui est capable de fournir des signaux. Pas seulement à 50 Hz, parce que celui-ci, c'est seulement 50 Hz, mais là, je peux changer. Alors, je mets mon... Ça ressemble d'ailleurs aux outils de voilà, notre réalisateur. Voilà. Je sais qu'eux, ils sont dans leur élément aujourd'hui. Oui. Tous ceux qui ont travaillé dans le son. Alors, je vais allumer. Et maintenant, j'ai ici... Voilà. Alors, oui. vous voyez, j'ai le son. OK? Là, c'est aigu. Alors, je peux diminuer la fréquence. Ça change. Ça change. Ça change encore, ça devient un son. Donc, plus je diminue la fréquence, plus le son est grave. On va donc des sons graves au son aigu. Oui. C'est vrai que notre oreille est capable de distinguer des sons allant de 20 Hz, donc 20 vibrations par seconde, à 20 000 Hz. Ah bon? 20 000 vibrations par seconde. En deçà de 20 Hz, on ne peut pas entendre. Au-delà de 20 000 Hz, on ne peut pas également entendre. On parle de infrasons pour les sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz et ultrasons pour les sons dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz. Donc, par exemple, l'échographie, c'est une machine qui émet des sons et ces sons, on ne les entend pas. Mais c'est un son quand même, et c'est ça qui permet de donner l'image de l'enfant qui se développe dans le ventre de sa maman.
Donc, tous les sons ne sont pas audibles. Il est dit souvent que l'éléphant est capable d'entendre des sons que nous, humains, la baleine, par exemple, voilà, oui. la baleine, etc., voilà, qui entend des sons que nous ne pouvons pas oui. entendre. Donc, ça dépend de la fréquence. Donc, le son est caractérisé par sa fréquence. On dit également la hauteur du son, la hauteur. Donc, fréquence et hauteur, c'est la même chose. Le son est également caractérisé par le volume. On dit l'intensité du son. Il y a un autre élément qui intervient pour caractériser un son qu'on appelle le timbre du son. C'est ce qui me permet, lorsque vous me parlez derrière une porte, de dire « Ah, ça c'est M. Sarr qui est en train de... » Le timbre vocal, parfaitement. Donc, ce sont les éléments. Alors, reproduire le son, c'est juste utiliser la loi de Laplace dans un appareil qu'on appelle un haut-parleur. Depuis qu'on a créé le haut-parleur, on est capable de transformer un signal électrique en un son. La transformation inverse est également possible, transformer un son en signal électrique. C'est ça qu'on va voir durant le chapitre suivant, qu'on appelle le phénomène d'induction. Et ça, c'est important, on a appliqué aujourd'hui, c'est un cours d'application. Application d'abord sur comment faire confiance, pourquoi même faire confiance en la science, en respectant la distanciation sociale avec l'expérience que nous avions faite dès le début du cours, mais également l'expérience qui a porté sur un haut-parleur, c'est pour les applications sur le cours de Laplace, c'est ça. Et le cours va continuer à Laplace encore? Oui, peut-être en exercice, mais on va aborder le chapitre suivant qu'on appelle le phénomène d'induction, le chapitre qui suit celui-ci, et ensuite on va faire un ramassis d'exercices pour une séance exclusivement réservée aux exercices. Et pourquoi la pratique est importante pour les élèves qui nous suivent, surtout les élèves qui sont en classe de terminale S? Pourquoi? Parce que lorsqu'on met la main à la pâte, lorsqu'on voit le phénomène se dérouler, on a une mémoire visuelle qui nous permet de garder en souvenir le phénomène. Parce que l'apprentissage également, il y a une étape mémorisation. Cette étape mémorisation, lorsqu'elle est faite de façon visuelle, c'est beaucoup plus facile de retenir. Lorsqu'un élève est dans la classe et qu'on lui donne justement des théories, voilà, des relations, là, il écoute. Il essaie de mobiliser toute son énergie pour comprendre, mais quand c'est une expérience qui se déroule, là, il regarde et il retient. Il se dit, ça s'était passé comme ça. Quand j'ai un exercice, j'ai vu comment ça s'est passé et je peux transplanter l'expérience que j'ai vue se dérouler au cas réel de mon exercice pour pouvoir le résoudre. Et d'ailleurs, c'est ce qui forge les élèves à créer. Voilà, c'est ça. Et l'autre aspect, très bien, l'autre aspect, c'est justement de booster la créativité. Oui, parce que les élèves, lorsqu'on ne met pas la main à la pâte, on ne peut pas savoir comment c'est constitué. Un haut-parleur, il faut savoir comment c'est constitué pour pouvoir demain espérer améliorer. Ça, c'est un haut-parleur électrodynamique. On peut créer d'autres types de haut-parleurs basés sur d'autres principes, mais à condition qu'on ait compris comment celui-ci marche. Donc, c'est extrêmement important d'allier la théorie à l'expérience. C'est pourquoi chaque fois ici, je crois que je vais vous gâter avec beaucoup de matériel. Je vais en fabriquer, en disposer pour que vous puissiez ici, à l'intention des élèves, avoir des expériences les meilleures pour la compréhension du cours. En tout cas, vous avez convaincu, je suis un fidèle maintenant, je crois aveuglément en la science grâce à vous. Merci pour votre sens du partage, votre dynamisme, votre sens de partage surtout de la connaissance. Merci beaucoup, professeur Dembo Diakité, pour toutes ces expériences que nous avions faites durant ce cours. Le cours est fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cours de sciences physiques. Oui, de sciences physiques. Et cette fois-ci, nous allons parler de la production de l'énergie. Comment l'énergie électrique est-elle produite? Comment ça fonctionne au niveau de la centrale de Bel Air ou dans les autres centrales, etc. Comment toute cette électricité-là est produite et mise à notre disposition. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous demain aux élèves pour un autre cours dans e-école, juste après le point de presse du ministère de la Santé et de l'Action sociale.